Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce sujet passionnant qui est le Bitcoin. J'avais invité un intervenant extérieur pour toute la présentation technologique qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc on va être obligé un petit peu d'improviser, même si, paradoxalement, c'est un sujet d'actualité, vous l'avez vu, sur lequel on a beaucoup travaillé. On entend beaucoup de choses sur le Bitcoin ces derniers temps. Je ne suis pas toujours convaincu que ce qu'on entend soit pertinent. Et donc ça a été une des raisons pour lesquelles on s'était dit la semaine dernière, tiens, on va proposer le Bitcoin et on va essayer d'en parler. Est-ce que vraiment on peut devenir millionnaire en utilisant le Bitcoin ? Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Est-ce que ça me met fin au système bancaire, etc., etc. Et donc, l'idée nous est venue, on a pris ce sujet qui est un petit peu plus ardu, parce que pour débattre du sujet, il faut déjà comprendre ce que c'est le Bitcoin. Et quand vous essayez de comprendre ce que c'est le Bitcoin, on vous dit c'est de la blockchain. Quand vous essayez de comprendre ce que c'est la blockchain, on vous dit c'est du cryptage asymétrique, et ainsi de suite. Et donc, avant d'arriver au bout du bout, pour comprendre vraiment ce que c'est le Bitcoin, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et donc, l'idée de ce 13 heures, c'est peut-être que vous sortiez en ayant un peu mieux compris. Et si certains d'entre vous ont du Bitcoin, comprennent ce que c'est, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions à tout moment. Alors, juste pour fixer les esprits, est-ce que le Bitcoin, c'est le bon moment pour être millionnaire? Peut-être. Le Bitcoin, en juillet 2010, valait 1 cent, 0,01 $. Il est monté à presque 20 000 $ il y a un peu plus d'un mois et demi. Donc, si vous aviez acheté $1 de Bitcoin en juillet 2010, aujourd'hui, vous auriez 1 200 000 $, ce qui est considéré comme un bon placement. Le problème, c'est que le Bitcoin, ça bouge beaucoup. Certains de mes étudiants ont fait un exposé d'ailleurs remarquable sur le Bitcoin jeudi après-midi. Le Bitcoin valait 14 500 $. Ce matin, quand j'ai commencé à préparer, donc à 11 h, il en valait plus que 11 000. Et je suis sûr que d'ici ce soir, il aura repris. Donc, vous voyez, investir dans le Bitcoin, pourquoi pas? Mais vous d'abord, et puis on verra. Et donc voilà un peu l'ensemble des questions qu'on va essayer de traiter. C'est quoi le Bitcoin? Comment ça marche? Est-ce que je peux payer en Bitcoin? Est-ce que je peux devenir millionnaire avec le Bitcoin? Et la blockchain dans tout ça, ça sert à quoi? Est-ce que vraiment ça va apporter une vraie disruption en matière de système bancaire, de système d'assurance, de cadastre, de validation des opérations internationales? Est-ce qu'on est à l'aube d'une vraie révolution ou pas? Eh ben, c'est les questions qu'on va essayer d'aborder. Et n'hésitez pas à rendre ce débat aussi interactif que possible. N'oubliez pas ce que disait Alan Greenspan, l'ancien gouverneur de la Banque centrale américaine. Si ça vous a paru clair, c'est que vous m'avez mal compris. Alors, aujourd'hui, nous avons Stéphane Bellini qui nous servira de candide et qui posera toutes les questions que vous vous posez peut-être. Et Pierre Laniret qui a accepté avec moi d'essayer du mieux que nous pouvons de vous présenter un peu tout ce que vous avez voulu savoir sur le Bitcoin sans jamais oser le demander. Bien, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai joué le rôle du candidat à l'ignorance, qui est sans doute le rôle que je joue avec le moins de composition. Et pour partir sur un débat sur le Bitcoin, il faut qu'on commence sans doute par les éléments, des questions de base. Et je l'ai appliqué avec d'autant plus de soin que, pour ma part, ça fait partie des choses qui sortent des cadres de mes cadres de référence. Le Bitcoin, pas de banque centrale, est-ce que c'est une monnaie, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, bref, on a des choses ici qui sont complètement inhabituelles dans les manières de réfléchir quand on pense à de la monnaie. Donc on va peut-être partir sur les questions de base. D'abord, premier élément, c'est quoi un Bitcoin? D'où ça vient? Qui a initié cette... on posera la question tout à l'heure de monnaie ou pas, mais qui a initié le Bitcoin? Et c'est quoi un Bitcoin? Je commence sur la première partie. Alors, le Bitcoin, ça a été créé par Satoshi Nakamoto, sauf que visiblement c'est un pseudonyme. On ne sait pas vraiment qui est Satoshi Nakamoto. Il y a eu des rumeurs qui, moi, me font rire parce que je suis un grand fan. Il y a eu des rumeurs que c'était même Elon Musk, le fondateur de Tesla et de PayPal, qui était le fondateur du Bitcoin. Ce qui, je trouve, ce serait vraiment un scénario de film fabuleux, mais il a démenti lui-même. Ceci étant, même si c'était lui, il démentirait quand même. Donc on ne sait pas vraiment qui a créé à l'époque le Bitcoin. C'était une proposition. Et le Bitcoin et la blockchain, qui sont souvent liés, ont été créés en même temps. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, quand il a proposé le Bitcoin, il a proposé le mécanisme derrière, qui est la blockchain. Ou peut-être décomposer. Décomposer les deux d'abord. Ouais. J'en parle parce que souvent on entend les deux, c'est lié. Toutes les crypto-monnaies dont on parle actuellement, il y en a beaucoup actuellement, il y en a plus de 800 d'après la Banque du Canada, mais il y en a peut-être plus, utilisent en général le principe de la blockchain. Et donc finalement, même si le Bitcoin s'écroule un jour, le principe de la blockchain, lui va rester. Alors si vous commencez à regarder c'est quoi le Bitcoin, on vous dit le Bitcoin il est basé sur la blockchain. Et si vous regardez le blockchain, on vous dit, je cite la définition de Blockchain France, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations transparentes, sécurisées et qui fonctionne sans organe central de
contrôle. Et là, on avance. Non. OK. Alors, je vais le faire en 2 temps. Moi, je vais faire la partie qu'est-ce que c'est que la blockchain, et puis ça repose sur une technologie dite de cryptage asymétrique et de minage. On appelle ça le minage, et c'est ce que expliquera peut-être Pierre sur la partie minage. Peut-être. Alors, le blockchain, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du blockchain? Alors, imaginons, quand vous faites un paiement, alors avant, vous faites un paiement avec un billet, par exemple. Vous faites un paiement avec un billet, vous allez acheter un café, vous donnez un billet, on vous donne votre café. C'est formidable. Quand vous y réfléchissez, la monnaie, c'est fabuleux. Parce que pourquoi est-ce que le billet vous permet d'acheter votre café? Parce que le commerçant sait que ce billet est valable, qu'il va pouvoir payer avec, et que ce n'est pas une grossière photocopie. La vraie question de la monnaie, fondamentalement, c'est la question de la légitimité de cette monnaie. Est-ce que cette monnaie est vraie ou pas? C'est une question qu'on a oubliée parce que ça nous paraît complètement absurde maintenant. Quand c'était le cas de la monnaie, regardez un billet de banque maintenant, essayez de le photocopier, je ne vous le conseille pas, vous n'avez pas le droit d'ailleurs, mais ça va pas, il ne va pas se photocopier correctement. Falsifier un billet, c'est très compliqué, et d'ailleurs falsifier un billet, c'est très risqué. Vous le savez, dans beaucoup de pays comme la France, la contrefaçon, c'est un crime, c'est pas un délit, avec des sanctions qui sont les mêmes que si vous tuez quelqu'un. Pourquoi? Parce que si vous contrefaites un billet, vous attaquez tout le fondement de la monnaie. C'est-à-dire que si les gens n'ont plus confiance dans la monnaie, ils ne vont plus l'accepter. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand vous développez la monnaie électronique, ce qui n'est pas un concept nouveau en soi, en France, la monnaie électronique, on l'utilise depuis les années 80, la carte à puce, ça existait quand j'étais petit, c'est pas une découverte, Apple Pay, etc., c'est juste un raffinement de ce qui existait déjà il y a 30 ans. Mais le problème de la transaction par monnaie, c'est que quand vous faites de la monnaie électronique, vous payez votre café, vous posez la carte, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas un échange direct entre vous et le commerçant. C'est la banque, c'est le système de paiement, généralement géré au niveau national ou géré par la BCE, qui va valider que votre carte est bonne, que votre code est bon, que vous avez de l'argent sur votre compte et que le commerçant n'est pas en train de vous pirater. Tout ça, toutes ces opérations-là se font en une microseconde, on n'y pense même pas, mais il faut bien qu'on valide. Et en fait, c'est tout le contraire d'une transaction directe. Quand on dit qu'on dématérialise, on a tout dématérialisé en matière de transfert, mais en fait, ça passe par un système de validation qui redescend et qui dit il y a bien de l'argent, la monnaie est transférée, et c'est de la magie. Vous pouvez acheter de la monnaie à l'autre bout de l'Allemagne, et sur votre compte, 1 minute après, c'est validé. C'est quand même extraordinaire, mais on n'y pense pas. Sauf que l'électronique, vous le savez, c'est compliqué de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Parce que copier un fichier électronique, il n'y a rien de plus simple. Alors, bien sûr, dans cette salle, personne n'a jamais piraté une chanson ou un épisode de Game of Thrones. Je vous connais, je le sais bien. Vous ne feriez pas ça. Mais un épisode de Game of Thrones, qu'est-ce que c'est qu'un épisode authentique de Game of Thrones? Quelle est la différence entre la copie Blu-ray et la copie que vous avez piratée sur votre ordinateur? C'est la même. Et ça ne change rien. Je veux dire, même les créateurs de Game of Thrones, ils se vantent d'être la série la plus piratée du monde. Sauf qu'en matière de monnaie, c'est rare qu'une banque centrale se vanterait d'être la monnaie la plus piratée du monde. Donc comment est-ce que je fais pour légitimer une transaction électronique? Qu'est-ce qui me garantit que c'est pas ce que vous me payez, c'est vraiment votre monnaie, que vous ne l'avez pas piratée? Si j'ai photocopié 1 million de billets et la photocopie en électronique, c'est ce qu'il y a de plus simple, eh ben, c'est pour ça que la monnaie, au départ, via Internet, ça n'a jamais pris. Alors qu'on a tout fait avec Internet, sauf la monnaie. Parce qu'il faut la validation que le billet est authentique, qu'il y a bien de l'argent sur votre compte et que vous n'avez pas falsifié et photocopié 4 millions d'euros comme vous copiez des fichiers MP3. Arrive la blockchain. La blockchain dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider les transactions sans passer par cet intermédiaire. Vous voyez bien l'intérêt de la banque. Sans la banque, il n'y a pas d'échange. Et arrive la blockchain et Nakamoto dit, il n'y a pas de souci, on va ouvrir un grand cahier. La blockchain, c'est comme un cahier avec plein de pages. D'accord? Et chaque page, on mettra toutes les transactions qui ont eu lieu les 10 dernières minutes. D'accord? Donc, vous payez en Bitcoin, quelqu'un d'autre. C'est géré de manière décentralisée sur Internet, on y reviendra un petit peu. Il y a des gens qui vont utiliser une procédure cryptographique pour décrypter votre transaction, vérifier. Quand on paye en Bitcoin, en général, c'est une logique de flux, pas une logique de stock. C'est je paye 10 Bitcoins mon café avec les 10 Bitcoins que j'ai reçus ou que j'ai achetés hier. Il y a un suivi. On sait si vous avez que vous dépensez pas plus que ce que vous avez. Et donc, cette procédure s'inscrit sur une page, la transaction est validée, c'est le bloc. Et le cahier, chaque page du bloc, c'est de la blockchain. Pourquoi c'est infalsifiable? Parce que pour falsifier une transaction d'une page, il faut falsifier l'intégralité du cahier. La transaction, comme elle s'insère dans une logique de chaîne, elle est infalsifiable. Et donc, on a résolu le problème. La blockchain permet des échanges décentralisés avec une monnaie, même si pour moi, ce n'est pas une monnaie, sans passer par la banque. Et ça, c'est une révolution.
Donc en tout cas, on comprend bien aussi la crainte que peut provoquer la blockchain pour les intermédiaires que sont les banques, notamment. Pierre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste une chose sur la manière dont c'est sécurisé. Tu parlais de cryptographie. Alors, c'est des choses qui sont assez complexes à résumer en quelques secondes, mais il faut juste se dire qu'en haut de chaque page, chaque nouvelle page du cahier, on met une suite de caractères qui correspond à comme une compression en MD5, une compression en une suite je sais plus, je crois que c'est 72 caractères. Et cette suite de caractères, elle ne peut être obtenue qu'à partir de l'ensemble des transactions passées. C'est comme si vous mettiez l'ensemble des pages du document, l'ensemble de votre cahier, vous le cryptez, ça prend un certain temps, et ça va sortir une suite de caractères de 72 éléments. Et ces éléments-là, c'est ça qui va garantir l'authenticité de la blockchain. Ça veut dire que c'est ça qu'on dit d'une chaîne, parce qu'en fait, les blocs sont liés les uns avec les autres, et en tête de chaque page, il doit y avoir la somme qu'il y avait qui correspond à l'ensemble des pages passées. Donc c'est le report à nouveau en comptabilité, quoi. C'est bien possible. Les comptes. C'est ça. En haut, en tout cas. Du mois, tu le remettais en haut. Voilà. En haut, exactement. Tu as le solde, sauf que c'est le solde de tout le monde. Tu as le solde dans ces 72 caractères. Ça reprend toutes les transactions qui sont dans l'ensemble du cahier. Et ce qui se passe, c'est que techniquement, par design, l'inventeur du Bitcoin a dit il faut qu'il y ait un nombre fini de Bitcoin et il faut qu'il y ait aussi une fréquence du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, le Bitcoin, il faut qu'il y ait 10 minutes entre chaque nouvelle page de Bitcoin, et chaque nouvelle page de Bitcoin, elle doit avoir, je crois que c'est une centaine de transactions, peut-être même un peu moins. Donc c'est assez limité en termes de transfert. Ce qui s'est passé, c'est que technologiquement, au tout départ, pour miner et donc pour compresser ce gros fichier, ça prenait un peu de temps. Et à chaque fois qu'on mine une page du Bitcoin, donc on valide une page, la personne on peut être plusieurs là dans cette salle à travailler sur la compression de la page, et donc avec l'authenticité, on va être plusieurs, et celui qui va le faire en premier, qui va parvenir à faire cette authentification, il va être rémunéré en Bitcoin. D'accord ? Donc il y a une incitation à le faire. Ce qui fait que cette incitation, elle a incité plein de gens à miner du Bitcoin, donc à mettre au départ à disposition de cette certification, à mettre à disposition leur ordinateur. Puis après, ils se sont dit, si on met plusieurs ordinateurs en réseau, on va peut-être réussir à miner encore plus vite, on va mutualiser de la puissance de calcul, etc. Donc il y a des gens qui ont mis 5 ordinateurs, puis 10, puis 50. Donc il s'est finalement créé des gens qui étaient capables de miner très rapidement. Ils utilisent des cartes graphiques de gamers. Pendant longtemps, ils ont fait ça, donc des cartes graphiques très puissantes qui coûtent 1000 euros, hein, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, les gens, ils arrivaient à miner, à fabriquer les pages, à authentifier les pages en plus rapidement que 10 minutes. D'accord? Automatiquement, la blockchain a complexifié la manière de comprimer. Okay? C'est-à-dire qu'en gros, je vous ai dit, quand on compresse tout le fichier pour le mettre en haut de la page suivante, d'accord, ça va être une suite de 72 caractères. D'accord ? Et ça peut être, selon comment on comprime, ça peut être, ces 72 caractères, ils peuvent être, on peut arriver à une solution qui est à plusieurs solutions qui sont différentes. Ce que dit la blockchain automatiquement, c'est que, pour complexifier, elle a dit au début, en fait, il faudrait que quand vous compressez, ceux qui compressent, il faut que le résultat, ça commence par 2 zéros. Donc du coup, là, il fallait mouliner un petit peu plus pour trouver la solution où il y a 2 zéros, effectivement, qui sont la compression. Finalement, les gens, ils ont mis encore plus de puissance de calcul. Donc, ils sont arrivés de plus en plus vite à avoir la bonne solution, la compression du fichier qui commencerait par 2 zéros. On a dit, ça sera 3 zéros. Ça a encore une fois ralenti. Et puis, les gens ont racheté des cartes graphiques. Ils se sont encore mis à plus nombreux, etc. 4 zéros. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 18 zéros. D'accord ? Donc, en gros, pour miner, quand vous faites la compression du fichier, il faut que votre fichier, une fois comprimé, en jouant sur il y a une variable en fait que vous pouvez changer, c'est ça l'énigme qu'il faut résoudre à chaque fois. Vous avez le droit de rajouter une variable, c'est un nombre. Il faut trouver le nombre en fait qui mélangé avec l'ensemble de l'historique va vous donner une somme qui commencera par cette chaîne de 60 caractères qui doit commencer par 18 zéros. Et donc là aujourd'hui on parle c'est des fermes entières de serveurs qui travaillent. Il y en a en Chine, il y en a en Russie, il y en a un peu partout. Il faut absolument mutualiser. Donc en gros, si demain vous voulez miner du Bitcoin, c'est pas possible. D'accord ? Vous allez mettre 4 jours avec votre ordinateur à trouver les résultats que ces fermes de Bitcoin arrivent à créer en une dizaine de minutes. Alors, ça coûte cher du coup ces fermes de Bitcoin. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et surtout, pour acheter du Bitcoin, c'est ça ? Alors oui, parce que pour créer du Bitcoin.
Qui crée le Bitcoin alors? Ça, c'est la certification. En fait, on certifie la page. Et à partir du moment où on certifie la page, il y a une rémunération en Bitcoin. D'accord. Voilà. Le système, il est cohérent quand on a compris globalement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les transactions qui se font avec les bitcoins qui existent. Et quand vous validez une transaction, ces fermes d'ordinateurs qui valident la transaction, c'est comme un jeu vidéo. Vous avez des niveaux. Et les niveaux sont de plus en plus durs, comme l'a dit Pierre. Au fur et à mesure, on complexifie. Chaque fois que vous passez un niveau, vous êtes récompensé. D'accord ? Donc ces fermes qui sont récompensées quand elles ont validé une page, elles ont écrit une page du cahier, tac, elles touchent 5 bitcoins. Ces 5 bitcoins, c'est des nouveaux bitcoins. Et le système, il est cohérent. C'est-à-dire que les nouveaux bitcoins sont créés par ceux qui valident les transactions des anciens bitcoins. Actuellement, il y a 16 500 000 bitcoins. Ça commence à faire un paquet de transactions. Donc, toutes ces fermes valident les anciennes transactions. Elles obtiennent des nouveaux bitcoins qui remettent dans le circuit et ainsi de suite. D'accord ? Les nouveaux bitcoins, ils ne sont pas créés par une autorité centrale. C'est ça la force du truc. C'est qu'ils sont créés par les acteurs eux-mêmes du système qui, en validant, en faisant tourner le système, sont récompensés en touchant des bitcoins. D'accord. Juste, parce qu'il y a quand même cette complexification justement de l'algorithme. Donc, qui complexifie l'algorithme? Ben là, c'est le système de départ qui, au départ, était fait, puisque Nakamoto, quand il a créé son truc, il a dit, et ça, c'est vraiment très bizarre, enfin, du point de vue économiste, en tout cas, c'est incompréhensible, mais je pense que sa logique, elle est fondée. Il a dit, il n'y aura que 21 millions de bitcoins. C'est un nombre fini de bitcoins, on ne pourra créer que 21 millions de bitcoins, on est déjà à 16 millions et demi. Sauf que c'est des rendements décroissants, c'est-à-dire que c'est de plus en plus dur de créer des bitcoins. OK ? Donc, j'ai regardé des estimations qui disent que on n'arrivera quasiment jamais à 21 millions. C'est une asymptote. 21 millions, c'est en 2140. Mais on arrivera à 99% de 21 millions. Vers 2025-2030, on aura créé 20 900 000 bitcoins. D'accord ? Donc, le système, l'algorithme, il est fait de telle manière que plus on crée des bitcoins, plus c'est compliqué de créer des bitcoins. Mais D'accord ? il n'y a pas d'autorité centrale, c'est que c'est un logiciel. C'est un logiciel qui va automatiquement ralentir les transactions en complexifiant l'énigme s'il considère que si on descend en dessous des 10 minutes. C'est le logiciel qui va diminuer la rémunération à mesure que on arrive vers la fin des bitcoins. Donc, Et tout au ça, début, c'est paramétré dès le départ. Exactement. Au début, imaginez, faire des bitcoins, c'était crypté, c'était comme traduire du français à l'anglais. Et maintenant, on est en train de traduire du français au chinois. On rend de plus en plus difficile la traduction en cryptographie, en rendant ça de plus en plus dur, ce qui fait que progressivement, créer des bitcoins, c'est de plus en plus compliqué. Comme c'est un nombre fermé, c'est peut-être aussi pour ça que le bitcoin monte. Nakamoto, j'ai l'impression qu'il a voulu créer quelque chose qui soit comme de l'or, mais de manière virtuelle. L'or, c'est une matière première avec un nombre fini. Peut-être qu'il y a de ça derrière. Nakamoto, dont on ne sait pas s'il existe d'ailleurs. D'ailleurs, enfin bon. Donc si je comprends bien, pour créer des bitcoins, il faut faire du minage, ce qu'on appelle du minage, en validant des transactions avec des anciens bitcoins. Oui. Sauf que vu qu'il va être de plus en plus difficile de créer des bitcoins, donc il y aura de plus en plus de... C'est ça l'idée. Non, enfin, veut ça dire que c'est peut-être un abus de langage. C'est pas créer des bitcoins. Créer des bitcoins, c'est facile. Le logiciel, il crée des bitcoins, il appuie sur un bouton, il y a 5 bitcoins qui arrivent. C'est pour obtenir les bitcoins qui vont. Oui. C'est-à-dire pour créer une page du livre de compte, okay, ça va devenir de plus en plus compliqué, puisque au fur et à mesure que, en gros, la loi de Moore, elle dit que les processeurs sont de plus en plus puissants, qu'à cela ne tienne, l'équation à résoudre, elle est de plus en plus compliquée. Donc, de toute façon, on restera, peu importe les progrès de l'informatique, sur 10 minutes pour créer une page. D'accord, mais du coup, la question... Ah, on restera sur 10 minutes. Ouais. D'accord, donc le temps restera le même. Donc, en fait, le temps de validation des anciennes transactions... 10 minutes. Pas, 10 minutes. Ce qui pose un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui disent que ça serait intéressant de l'avoir pour du micro-paiement. Le bitcoin, ce serait une monnaie où on n'aurait pas de banque centrale. Mais du micro-paiement, ça veut dire que si vous voulez genre payer un SDF au coin de la rue 10 minutes, c'est quand même long pour valider une transaction. Alors, Sylvie puis Yann. Concrètement, je connais pas du tout. Et donc, quand ça a été créé en 2010, concrètement, c'est sous quelle forme, comment ça se passe, quelles sont les transactions qui étaient. Enfin, moi, je sais pas du tout. Voilà, ça a été créé dans quel cadre, sur un site, pour payer quoi, pour faire. La forme, c'est un logiciel. Hein. Ouais. C'est vraiment. C'est un logiciel, mais qui faisait apparaître une monnaie virtuelle, mais. Oui. C'est apparu dans Dark. Alors, pour quel usage, justement, pour quel usage? C'est une vraie question. Bah ça, c'est la question, à mon avis. Là, pour le coup, on peut essayer d'y répondre. C'est au-delà de la question technologique, c'est-à-dire à quoi c'est supposé servir le Bitcoin et pourquoi est-ce que ça a de la valeur et pourquoi est-ce que... Et ça, c'est peut-être la question la plus ancienne en économie, c'est pourquoi les gens acceptent de la monnaie en paiement, finalement. C'est bizarre d'accepter de la monnaie en paiement. Actuellement, la monnaie que vous utilisez, elle est basée sur rien du tout. Elle est plus basée sur l'or depuis déjà quelques décennies. Donc, la monnaie en soi, c'est déjà un phénomène très curieux. C'est-à-dire, pourquoi j'accepte un bout de papier en paiement? Pourquoi est-ce que si je vous donne un bout de papier mauve avec écrit 500 €, vous êtes content?
Non mais... On va tester, donne-moi Mais, un, par puis, exemple, on pourrait voilà. tester, et voilà. Et pourquoi, alors pire, avec la dématérialisation, pourquoi on accepte de la monnaie en paiement? Ce qu'on échange, c'est des biens contre des biens, ou des services contre des services, ou des biens contre des services. La monnaie, c'est fait pour faciliter les transactions, finalement. La monnaie, elle existe depuis l'origine, parce que le troc, c'est trop compliqué. Le troc, c'est échanger des biens contre des biens, et échanger des biens contre des biens, quand vous y réfléchissez, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il n'y a pas de prix. Il faut faire un prix entre combien ma voiture vaut en termes de smartphone, d'accord, et combien 100 post-it valent de voiture, et combien un café vaut de stylo. Quand vous avez N biens, vous avez un nombre de prix complètement délirant. Donc rien que pour ça, la monnaie, déjà, c'est pratique, parce que vous avez N biens, vous avez N prix. Et puis, il y a la question, dans le troc, c'est que si moi, je veux un café, j'ai un stylo, imaginons qu'un café égale un stylo, je veux donner mon stylo, mais le commerçant, il a déjà 20 stylos, je lui donne mon stylo, il n'en veut pas, bien que ça vaille la même chose théoriquement qu'un café, parce que lui, il a déjà des stylos. Avec la monnaie, vous n'avez pas besoin de ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. Je lui donne 1 euro, il me donne son café, parce que 1 euro lui permet d'acheter autre chose que des stylos. La monnaie, c'est le transfert de pouvoir d'achat, mais ça facilite les échanges à un niveau absolument délirant. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, le troc a rarement existé. Même quand vous regardez les Sumériens ou les Égyptiens, personne n'utilise le troc. Les gens utilisaient l'or, des métaux, des coquillages, parce que le troc, c'est en cas de crise. Quand vous avez la crise en 1923 ou au Zimbabwe en 2008, là, vous revenez au troc. Mais depuis 5000 ans, dès qu'on peut éviter le troc, on fait de la monnaie. Alors, donc la monnaie, c'est quoi? C'est juste qu'il permet les échanges. Et le Bitcoin, alors, est-ce que c'est une monnaie, la Bitcoin? Le Bitcoin, pour un économiste en tout cas, je ne trouve pas que ce soit une monnaie. Une monnaie, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui me permet de transférer du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire j'accepte 100 euros ou j'accepte 1 euro parce que demain, 1 euro vaudra 1 euro. OK? Je vous donne un Bitcoin. J'ai pas regardé, mais il était à 11 500 ce matin. Là, il doit être à 11 700. Donc je vous donne un Bitcoin. Est-ce que vous l'acceptez en paiement? Si vous pensez qu'il va monter, oui. Si vous pensez qu'il va baisser, non. Donc déjà, ça commence bien. Je ne vais pas pouvoir faire d'échange en Bitcoin. Le meilleur exemple, c'est qu'il y a la conférence internationale du Bitcoin. C'est le moment, tous les ans, conférence internationale du Bitcoin. À Miami, cette année, c'est la semaine prochaine. Les frais d'inscription, la conférence internationale du Bitcoin, refusent d'être payés en Bitcoin. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont toucher 14 000, 18 000 ou 2 000. Et pensez-y, si vous achetez un Bitcoin, peut-être parmi vous, je sens des futurs spéculateurs traders. Vous achetez un Bitcoin. Si vous pensez qu'il va monter, est-ce que vous allez vous en servir en paiement? Vous allez le garder. Ben oui, donc c'est pas une monnaie. Le Bitcoin, l'appeler une crypto-monnaie, à mon avis, c'est une erreur fondamentale. C'est un actif spéculatif, mais l'appeler une monnaie, non. Justement, si je veux prendre des risques, j'achète une action Apple, une action Google, une action d'une start-up, ça d'accord. Mais j'achète pas 100 euros pour me dire demain ça vaudra plus que 100 euros. D'accord? Donc de mon point de vue, c'est pas une monnaie, même si ça permet des échanges. Et comment c'est évalué la valeur? C'est l'offre et la demande. Et comme on l'a dit, comme l'offre augmente de moins en moins vite et que maintenant tout le monde parle de ça à la télé, il y a plein de gens qui veulent acheter du Bitcoin. Très bien, même si c'est compliqué. Il faut d'abord trouver un site qui va stocker vos Bitcoins dans une wallet, là, dans un portefeuille, etc. En plus, technologiquement, c'est pas simple. Et comme l'a dit Pierre Laniret, comme les transactions sont validées toutes les 10 minutes, c'est pas aussi rapide, mine de rien. On est tellement habitué à l'instantanéité qu'attendre 10 minutes pour valider une transaction, est-ce qu'on y est prêt ou pas? Donc moi, je trouve ça très intéressant, le Bitcoin, mais je trouve que le qualifier de monnaie me paraît ne pas comprendre ce qu'est une monnaie, quoi. Après, il y a des monnaies qui ont évolué dans le temps par le passé, et ça ne les a pas discréditées comme monnaie. Après, juste une chose, c'est qu'on dit... il y a un côté geek dans l'idée du Bitcoin, et il y a sûrement des racines geek. Il y a des racines fans de science-fiction, volonté de changer le monde par la technologie. C'est pas pour rien qu'on parlait d'Elon Musk. Elon Musk, quand il a créé PayPal, il voulait faire de PayPal une monnaie. Donc il y avait cette idée-là. Donc c'est pas pour rien qu'on lui a peut-être imputé cette idée-là. Et donc il y a une idée très libertarienne de dire faudrait qu'on ait une monnaie qui soit pas dépendante des banques centrales et surtout des États. Alors après on se rend compte que quelque chose qui intéresse, qui serait sous le radar des banques centrales et des États, bizarrement ça intéresse surtout les criminels, les pédophiles, les grands consommateurs d'opioïdes. Etc. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Mais il n'est pas exclu qu'au départ, la volonté, ça soit des gens qui aient lu le Cryptonomicon ou d'autres trucs de science-fiction et qui se soient dit, et puis quelqu'un qui se dise, en fait, la technologie pourra résoudre ça, quoi. Comme les transhumanistes nous disent, la technologie peut résoudre les problèmes de santé, de mortalité, etc. Je vais dire quelque chose. Non, c'était pour revenir au sujet de Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie ou pas? Mais à en venir, je pense que ça va devenir une monnaie parce que
c'est déjà, comme par exemple à Paris, il y a déjà une rue du Bitcoin où on peut prendre un café avec un Bitcoin ou non. Et il y a d'autres altcoins qu'on appelle, c'est des sous-monnaies, des nouvelles petites monnaies, et qui servent, par exemple, il y a une monnaie qui sert pour les dentistes, qui s'appelle DentaCoin, et qui sert à payer les dentistes dans le monde entier, en gros, qui est utilisé entre les dentistes. Donc, pour moi, c'est pour ça que je voulais vous demander pourquoi ce n'est pas... Ce que je dis, c'est que le Bitcoin, il est accepté dans certaines transactions. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas acheter des biens avec les Bitcoins, puisque évidemment, par définition, s'il a une telle valeur, c'est qu'il est accepté en paiement. Je dis que simplement, pour moi, il ne remplit pas actuellement toutes les fonctions de la monnaie, parce que, vous l'avez dit, si je veux prendre un café à Paris et payer en Bitcoin, il faut que j'aille dans une certaine rue, ce qui déjà limite le pouvoir libératoire de cette monnaie. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait se résoudre. C'est-à-dire, là, c'est un pur problème technologique. On pourrait imaginer que c'est juste le début et qu'à terme, il y a une espèce d'effet de contagion du Bitcoin. Ce qui me pose un problème, moi, c'est la fluctuation de la valeur. Même si, effectivement, là, il y a un grand débat, et Pierre a raison de souligner ça, même parmi les économistes, de dire des monnaies qui fluctuent par le passé, on en a déjà eu, on en a même déjà maintenant. Regardez l'évolution du cours entre l'euro et le dollar, par exemple, tous les jours, il n'arrête pas de bouger. Il a pris 20% en à peine un mois et demi. Donc, je peux dire ça sur le Bitcoin, mais je pourrais dire ça sur l'euro et le dollar. Donc, c'est vrai que le match n'est pas encore joué. C'est ça, vous avez raison. C'est que, à mon avis, il y a possibilité que le Bitcoin puisse devenir éventuellement une monnaie. Je demande à être convaincu de ça. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il présente toutes les caractéristiques, même si le point central, et c'est ce que disait Pierre, c'est que vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'avoir une validation de l'authentification des transactions sans passer par un système bancaire ou une banque centrale. Et ça, c'est un truc que je ne pensais pas possible. Moi, je suis trop vieux pour ça. Je suis de l'ancien, mais pour vous, ça vous paraît. Mais c'est une révolution ahurissante, quoi, sur le plan économique. Et c'est pour ça que les banques centrales commencent à stresser. Hier, il y avait Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, qui a, vous avez vu peut-être, il a fait ses vœux et il a annoncé, il a parlé du Bitcoin pendant la moitié de ses vœux en disant attention, c'est dangereux. Ce qui est peut-être caricatural, dire qu'il n'y a que des mafieux qui utilisent le Bitcoin, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Et il a nommé l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France pour faire un rapport sur le Bitcoin parce que c'est inquiétant tout ça. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une interrogation parce que si ça marche, ça va quand même avoir un impact, à mon avis, absolument considérable sur le fonctionnement de nos économies monétaires. Or, on est des économies monétaires. Et donc, voilà, on n'est qu'au début. Ah, peut-être juste une chose, tu as parlé d'effet de contagion. Moi, j'aurais parlé d'effet de réseau. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait plus de gens qui aient envie de l'utiliser pour acheter des trucs. Il faut qu'il y ait plus de commerçants qui aient envie de l'accepter. Et plus il y aura de clients, plus il y aura de commerçants intéressés. Plus il y aura de commerçants, plus il y aura de clients intéressés. Or, on va toucher une limite, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin. En gros, c'est une monnaie, c'est la monnaie la plus emblématique, etc. Mais comme on en a déjà parlé avec certains d'entre vous, il n'y a rien de plus facile à imiter qu'un logiciel. Enfin, c'est facile à imiter. Donc, il y a déjà des gens qui ont pris le code source du Bitcoin et qui ont créé d'autres types de monnaies alternatives. Et donc, vous parlez de DentaCoin, que je ne connaissais pas. Il y a Ethereum. Enfin, il y en a beaucoup. Et donc, laquelle va dominer les autres? Est-ce que toutes ces monnaies vont coexister? Ça va devenir de moins en moins pratique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je m'interroge, c'est une révolution technique. Tu le dis, de prouesse technique, on arrive à créer de la monnaie d'une manière qui est très sécurisée, alors même qu'on n'a pas de banque centrale. Mais en quoi ça crée de la valeur pour les utilisateurs? C'est-à-dire, tout ça, on le fait déjà avec un système technique, avec des banques centrales, désolé, mais bon, la nouvelle, ça marchait plutôt pas mal, voire ça marchait de mieux en mieux, Apple Pay, des trucs sans contact, enfin des manières de faire des virements entre interbancaires de plus en plus rapides, de pouvoir payer un peu partout en Europe avec la même carte ou partout dans le monde. Donc, j'ai l'impression que la création de valeur, elle aujourd'hui existe sur les monnaies de paiement et on dit voilà, il faudrait tout changer. Enfin, on peut tout changer avec ce système alternatif, alors que je vois pas de valeur ajoutée. Est-ce que la valeur ajoutée n'est pas sur le plan écologique? C'est-à-dire que finalement, si on a besoin de moins d'intermédiaires, on n'a pas besoin d'éditer de papier, est-ce que c'est pas, un gain sur le plan énergétique, par exemple? C'est vraiment bien le Candide. Effectivement, c'est un gouffre écologique monstrueux. La consommation électrique du Bitcoin, donc qui nécessite toute cette puissance de calcul toutes les 10 minutes, c'est équivalent. Alors, tu avais d'autres alternatives, mais moi c'est la consommation électrique entre l'Azerbaïdjan et la Syrie. Donc, ils ne sont pas deux pays au top de leur forme, mais
Quand même, c'est vraiment impressionnant. C'est une grosse consommation électrique, donc, et que ça va aller en s'accentuant, puisque la course à la performance fait que les énigmes vont devenir de plus en plus compliquées toujours, et donc continuer à consommer de plus en plus. Oui, j'avais trouvé ça comme source. Alors, il faut se méfier parce que sur le Bitcoin, vous lisez plein de choses plus ou moins pertinentes. C'est compliqué d'avoir les chiffres. On sent qu'il y a aussi un effet derrière, communication, etc. Mais le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était quand vous suivez le Bitcoin en real time, vous avez d'ailleurs la consommation énergétique affichée en face. Et ils estiment que sur un an, en année complète, le déminage du Bitcoin, ça coûterait à peu près l'équivalent de 0,18% de la consommation mondiale d'énergie. Et on n'est qu'au début. Ce qui Après, on connaît pas est énorme l'empreinte carbone pour créer une monnaie. 0,18% de l'énergie mondiale pour créer une monnaie. Encore une fois, pour faire des choses qu'on faisait déjà avant. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'à part cette avancée, presque au sens politique finalement, de se passer d'une banque centrale, c'est juste pour faire des transactions, ce qu'on pouvait déjà faire avant et ce que nos ancêtres faisaient déjà, quoi. C'est ça que je trouve assez intéressant. Plutôt moins bien qu'avant. À mon avis, pour les banques, pour les compagnies d'assurance aussi d'ailleurs, le vrai intérêt du Bitcoin, c'est pas le Bitcoin en lui-même, c'est la technologie qui est derrière. Il faut qu'ils comprennent la blockchain, parce que je pense que la vraie rupture technologique concurrentielle, en tout cas pour le système bancaire et les assurances, c'est la blockchain. Parce qu'elle remettrait en question toute une partie de leur rôle. On appelle ça des intermédiaires financiers. Ils sont rémunérés pour ça, pour l'information qu'ils procurent. Si un système décentralisé, complètement mécanisé, arrive à faire ce qu'ils font, ça peut quand même poser des questions sur le bien fondé de l'activité bancaire. Pas demain, pas après-demain, mais ça peut venir assez vite. Oui, mais ça peut aller très loin. Ça peut être très loin. Au-delà des activités d'échange monétaire, ça peut être sur la certification d'actes notariés quasiment. Ouais. Hein. Il y avait l'exemple, il y a 1 an et demi, le Honduras, à cause de ces problèmes de corruption, le Honduras, c'est un des pays où la criminalité est la plus élevée, etc. Il a décidé de mettre en place un cadastre, comme en France, vous savez, où on attribue les parcelles de terrain. Et comme il n'y arrivait pas, il a utilisé la blockchain, pas le Bitcoin, mais le principe de la blockchain pour valider, c'est pas les smart contracts, pour valider la possession de chaque terrain. Et visiblement, après 1 an et demi, l'expérimentation commence à marcher. Donc, toutes ces fonctions d'intermédiaire pourraient, à terme, être complètement remises en question par le blockchain, quoi. Sauf qu'effectivement, après, ça pose des questions de consommation énergétique absolument monstrueuses, et puis de la valeur ajoutée au final. C'est-à-dire que, est-ce qu'en décentralisant, est-ce qu'on y gagne plus qu'en payant un notaire ou une banque ? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Il y a un autre exemple auquel je pensais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une blockchain pour les diplômes nationaux. C'est-à-dire, quand vous obtenez votre diplôme, votre L3, votre M1, votre M2, notamment si vous êtes dans n'importe quel pays, votre université, avec sa certification, sa clé de chiffrement, peut mettre dans la blockchain le fait que vous avez eu tel diplôme. Vous êtes syrien, plein d'infrastructures sont détruites, plein de sites web des universités sont détruits, c'est pas grave. L'historique de vos diplômes est décentralisé, et donc même quelqu'un au Honduras, il a dans son ordinateur la base des diplômes, et donc vous arrivez dans n'importe quel pays, et vous pouvez faire valoir vos diplômes. Donc sur les actes qui nécessitent une forte authentification, ça a de la valeur ajoutée. On veut l'utiliser aussi dans la supply chain, dans la chaîne logistique, par exemple pour les diamantaires. Quand le mineur, le vrai mineur qui extrait le diamant, il donnerait un numéro à ce diamant dans la blockchain, il le signerait. Au moment où il est transformé, ce serait avec cette base de données-là qu'on utiliserait pour donner où a eu lieu la transformation. Et votre certificat d'authenticité du diamant, il est décentralisé, répliqué, personne ne peut le falsifier. Donc ça, c'est toute une croyance. Par ailleurs, ça, c'est les côtés positifs de la blockchain. Et moi, en tant que réfléchissant sur les enjeux du système d'information, il y a aussi un petit côté, je trouve, aveuglement. C'est-à-dire comme si ça allait résoudre ces histoires de contrôle. La technologie va résoudre les problèmes de certification. On sait que les êtres humains, ils sont complexes, ils arrivent toujours à trouver d'autres manières de tricher. Mais voilà, c'est un des usages possibles. C'est un enjeu important, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour falsifier les livres de compte, en fait, vous ne pouvez pas le faire vous-même, parce que sinon vous allez raconter une histoire dans votre livre qui est différente de tous les autres livres qui sont en circulation. Et donc on considère que les livres sont bons à partir du moment où plus de 50% des livres sont identiques. D'accord ? Tant que l'histoire répandue sur l'ensemble des livres de compte qui est répliqué sur tous les ordinateurs qui font du Bitcoin disent la même chose, 50%, on considère que cette version-là, 50%, c'est la bonne. Okay ? Et d'ailleurs, elle s'impose aux autres. Elle viendra remplacer les chaînes qui éventuellement n'auraient pas les mêmes histoires. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est que quelqu'un prenne le contrôle de 50% des fermes.
Si quelqu'un a le contrôle de 50% du minage des ordinateurs qui font du Bitcoin, eh ben, lui, il a la possibilité, ça coûterait quand même très très cher. Ça coûterait très très cher, voire plus cher que ce qu'il y a comme valeur en Bitcoin. Mais il y a cet enjeu-là. Et donc c'est assez public, il y a des sites du Bitcoin, etc., qui on est obligé de se déclarer en tant que mineur. Et donc il y a des sites où on voit les parts de marché des différents gros mineurs qui sont aujourd'hui concentrés entre les mains de 5 ou 6 acteurs. Donc on voit leur part. On voit quelle part ils ont dans la fabrication du Bitcoin. Sachant que si jamais l'un d'entre eux devenait majoritaire, il aurait la possibilité de falsifier. Mais le problème, c'est qu'il serait détenteur d'un contrôle sur des livres de compte dans lesquels plus personne n'aurait confiance, puisqu'il y aurait un acteur qui aurait 50%. Donc les défenseurs de la blockchain vous disent, et du Bitcoin vous disent, il n'y a aucun intérêt à un acteur de prendre le contrôle de plus de 50%, parce que s'il prend 50%, plus personne n'aura confiance dans la monnaie, donc il contrôlera un truc dont plus personne ne voudra. Donc personne ne contrôle. Donc personne n'a intérêt à le faire, sachant que ça coûte très cher en plus. Encore une fois, le Bitcoin, c'est une application de la blockchain. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la blockchain dans d'autres contextes que le Bitcoin. La question, c'est de savoir, vous sortez en vous disant, vous étiez venu en vous disant, est-ce que j'achète ou pas du Bitcoin ? Bah, tenez-nous au courant. Si vous en aviez acheté il y a 5 ans, vous seriez riche. Potentiellement. Voilà. Moi, j'avais dit que j'en achèterais. En 2012, j'avais fait une présentation sur le Bitcoin à l'époque. J'avais dit, tiens, je vais en acheter un pour voir. Vous pensez bien que je regrette aujourd'hui, évidemment. Mais bon, ceci étant, je vous invite à suivre ça quand même. Vous êtes des diplômés, la plupart Bac plus 4, Bac plus 5. J'ai du mal à croire que ce genre de révolution n'impactera pas un grand nombre de secteurs. Et on n'en sait rien. Mais c'est ça l'intérêt en Bac plus 4, Bac plus 5, c'est que voilà, il y a plein de choses qui vous serviront, il y a plein de choses qui ne vous serviront pas, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues maintenant. Mais vos parents, c'était pareil, ils ont appris plein de choses qui ne leur servent pas. Hein. Internet, ça n'existait pas, ils se débrouillent. Voilà, soyez adaptables et soyez curieux autour de ça et voyez comment ça évolue, en bien ou en mal. On est obligé de terminer. Le mois prochain, le 13 février, le Trésor de l'IAE se délocalise chez Cobalt, en partenariat avec SPN, Réseau numérique Poitou-Charentes. Ce sera en centre-ville, ce sera autour du livre que vient de publier Camille Allouin et un de ses co-auteurs dont le nom m'échappe sur les émotions et le web. Donc n'hésitez pas. Et au mois de mars, on fera probablement un dernier Trésor sur un sujet qui est l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Est-ce que vos téléphones et tous vos ordinateurs sont programmés pour se casser ? Merci. Merci à vous.